Bonjour les CM1, êtes-vous prêts à faire la révolution? Moi, je le suis. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Petit rappel avec 3 dates importantes. Première date, le 5 mai 1789. C'est le début de la révolution, la date qui marque le début de la révolution. C'est la réunion des États généraux. Louis XVI réunit donc les députés du tiers-État, du clergé et de la noblesse au château de Versailles. Le 26 juin 1789, c'est le serment du jeu de paume. Ici, ce sont les députés du tiers-État qui se réunissent et qui se promettent, qui font le serment de ne pas se séparer tant que la France n'aura pas une constitution. Troisième date importante, le 14 juillet 1789, avec la prise de la Bastille. Je vous rappelle que le 14 juillet, ce n'est pas la Révolution française. La Révolution française va en fait durer 10 ans. Le 14 juillet, c'est une date parmi d'autres. Dans cette période révolutionnaire, le 14 juillet restera bien entendu une date symbolique et importante, car le 14 juillet, aujourd'hui, c'est la fête nationale. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous nous retrouvons le 4 août 1789, et nous allons d'abord aborder l'abolition des privilèges. C'est donc à l'Assemblée, dans la nuit du 4 août 1789, que les députés de la noblesse vont proposer l'abolition des privilèges des seigneurs. L'abolition, qu'est-ce que c'est? Un synonyme d'abolition, c'est le mot suppression. En effet, les députés proposent l'abolition des privilèges en matière d'impôts, donc les impôts que les gens du tiers-État versaient à la fois au clergé et à la noblesse, mais également la suppression des corvées seigneuriales. Ces corvées, c'était un travail gratuit, mis en place depuis le Moyen-Âge. Les corvées, c'était tout simplement les seigneurs qui, quelques journées dans l'année, appelaient les paysans à venir travailler gratuitement sur leurs terres. L'enthousiasme que cela génère implique que les députés du clergé vont également abolir un impôt qu'on appelait la dîme. La dîme, c'était l'impôt que les gens du tiers-État versaient au clergé. En fait, cette date du 4 août 1789 est un symbole fort dans cette période révolutionnaire et c'est un symbole fort pour la France. Car c'est cette date qui marque l'apparition de l'égalité des droits entre tous les Français. Ainsi, cette date marque réellement la fin de la société féodale, la société du Moyen-Âge, mais également de l'Ancien Régime. Ici, nous retrouvons un dessin qui doit normalement vous rappeler une caricature que l'on avait déjà étudiée, mais légèrement différente. En effet, ici, nous retrouvons les 3 ordres. Le clergé, la noblesse et le tiers-État. Ici, le tiers-État applaudit, a l'air d'être content, et le tiers-État est sur les épaules et sur le dos de la noblesse et du clergé. Ce dessin rappelle bien entendu celui-ci, que nous avions déjà étudié. Ce dessin rappelle et met en avant la société de l'Ancien Régime, où nous avions la noblesse, le clergé, qui vivaient sur le dos et sur les épaules du tiers-État. La noblesse et le clergé recevaient énormément d'impôts et vivaient sur le dos du tiers-État qui payait des impôts, travaillait dur, avait des corvées pour les seigneurs, devait exécuter des corvées pour les seigneurs, etc. Après l'abolition des privilèges, alors, bien entendu, c'est un dessin humoristique. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ceci. Ce n'est pas tout d'un coup le tiers-État qui va vivre sur le dos de la noblesse et du clergé. Il n'y a pas un revirement de situation. Tout d'un coup, ce n'est pas le clergé et la noblesse qui commencent à payer des impôts et qui commencent à effectuer des corvées pour le tiers-État. Donc, c'est une image, c'est un dessin humoristique qui
veut mettre vraiment l'accent sur le fait que, après l'abolition des privilèges, la société d'Ancien Régime, où tout le poids de ces impôts, de ce travail gratuit qui pesait sur les épaules du tiers-État, a disparu. Pour finir, dernière date très importante, le 26 août 1789, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un texte fondamental de la Révolution française. Cette déclaration est née de la volonté des députés, donc de l'Assemblée constituante, l'Assemblée des députés, de proclamer à la terre, de vraiment faire passer le message à la terre entière que des temps nouveaux sont arrivés. Pour cela, les députés vont rédiger une déclaration énonçant les droits nouveaux des hommes selon les nouveaux principes égalitaires. Il n'y a plus d'hommes plus ou moins au-dessous des autres. Il y a des êtres humains et par principe, ils sont égaux dès leur naissance. Cette déclaration donne les bases sur lesquelles devra se construire la France nouvelle, mais cette déclaration marque aussi la condamnation des pratiques qui existaient sous l'Ancien Régime. Dans cette déclaration, ici voilà une autre représentation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous retrouvons trois idées fortes et trois grandes valeurs fortes. Premièrement, l'égalité des citoyens. L'égalité, et c'est d'ailleurs l'article numéro 1 de cette déclaration, l'égalité est un droit de l'homme. Et l'égalité, elle se manifeste dans plusieurs domaines. Nous sommes par exemple égaux devant l'impôt ou devant la justice. Ce n'est pas notre statut, ce n'est pas parce que l'on est un noble ou une personne du tiers-état que l'on va ou ne pas payer des impôts ou alors que l'on ne va pas devoir répondre de la même façon face à la justice, que nous ne serons pas punis de la même façon par la justice si nous avons fauté. Ensuite, un principe important de cette déclaration, c'est ce qu'on appellera la souveraineté populaire. Alors la souveraineté populaire, c'est un peu compliqué, c'est tout simplement, pour bien comprendre ce que cela veut dire, l'idée que ce n'est plus une personne qui décide, en l'occurrence le roi ou un petit groupe de personnes, les seigneurs par exemple, mais c'est le peuple qui va décider. L'origine de tous les pouvoirs, c'est ça la souveraineté en fait, c'est l'origine de tous les pouvoirs, c'est la nation, c'est-à-dire ce sont tous les citoyens. Et cette souveraineté se manifeste par la création de lois. Et ces lois, elles sont faites et décidées par le peuple. C'est ce qu'on appellera après, mais nous y reviendrons, la démocratie. Ces lois sont pensées et faites par le peuple ou par leurs représentants, comme les députés. Du fait de leur vote par le peuple, en fait, ou alors de leur vote par les représentants du peuple, ces lois sont l'expression de la volonté générale. Et ce n'est plus l'expression de la volonté, par exemple, d'une seule personne comme le roi. Ce n'est pas un caprice ou une volonté du roi qui décide. Non, cette fois, les lois seront décidées par un groupe de personnes, la plupart du temps par les représentants. Et les représentants à la fois du tiers-état, de la noblesse et du clergé. Enfin, la troisième idée à vraiment retenir de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'idée de liberté, le principe de liberté. En effet, cette déclaration définit la liberté comme pouvoir faire ce que l'on veut, à condition, bien entendu, de ne pas empiéter sur la liberté d'autrui. La liberté d'autrui, c'est la liberté des autres. Nous avons notre liberté et nous avons le droit de faire, alors entre guillemets, ce que l'on veut, tant que l'on ne va pas déranger, tant que l'on ne va pas empiéter sur la liberté des autres. Cependant, cette déclaration précise bien que la liberté a des limites, et ces limites sont fixées par les lois. Dans ces libertés, nous allons retrouver la liberté de penser ou la liberté d'opinion. Nous avons
Maintenant, le droit, après 1789, nous avons le droit de faire connaître ces idées, de les faire connaître à d'autres personnes. Cela va permettre notamment à cette époque la multiplication des moyens de communication et notamment les journaux. En plus de la liberté de s'exprimer, les rédacteurs de la Constitution vont vraiment insister sur la liberté de conscience, c'est la liberté religieuse. La liberté de conscience, c'est le droit de choisir sa religion, voire de choisir même de ne pas avoir de religion. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important car à l'époque, et d'ailleurs un peu partout en Europe, les sujets, donc la population, devait être de même religion que le souverain, c'est-à-dire que le roi. En France, les non-catholiques, à l'époque les non-catholiques en France c'était surtout les protestants et les juifs, n'existaient pas légalement. Et ils ne pouvaient pas en fait pratiquer librement leur religion, ils devaient le faire de façon clandestine, cachée, au risque d'être persécutés. Je vous rappelle que Henri IV, avec l'édit de Nantes, avait autorisé euh, le droit en fait de prière, le droit d'exercer sa religion aux protestants. Sous Louis XIV, ce droit avait disparu, avait été révoqué. Cet édit de Nantes avait été révoqué et les protestants ou les juifs étaient de nouveau persécutés. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans ce principe de liberté, insiste vraiment sur le fait que les Français ont le droit de décider de leur religion et d'exercer la religion qu'ils souhaitent. C'est tout pour aujourd'hui. Pour finir sur cette gravure, nous allons nous intéresser... Alors, dans cette gravure, il y a plein de symboles, mais nous allons nous intéresser à ce symbole. La femme, ici, en haut à gauche, représente la France, qui est représentée donc avec un manteau bleu et une couronne, parce que à l'époque, la France était un royaume. Et cette France se libère, en fait, de ces chaînes, et ces chaînes représentent l'absolutisme. Donc l'absolutisme, je vous rappelle que c'était ce système où, en fait, le pouvoir était concentré de façon absolue en une seule personne, à savoir le roi.